Bonjour, je suis Ludovic Couplin, l'un des réalisateurs du collectif H5, et c'est nous qui avons réalisé et écrit Logorama, un petit court-métrage d'animation sur la vie des marques dans notre univers contemporain. Alors H5, en fait, au départ, c'est un collectif de graphistes. On travaillait avant tout sur des pochettes de disques. On a fait, je sais pas, entre 100 et 125, dont l'essentiel pour la French Touch, en fait. Pour R, Source, Démon, Alex Goffer, des gens comme ça, en fait. Et à partir des pochettes de disques, en fait, ça nous a permis d'enchaîner sur des clips. Dont le premier clip pour Alex Goffer, qui était lui-même un clip en animation et qui symbolisait une ville uniquement avec des typographies. Donc on peut dire qu'il y a un lien quand même avec Logorama en soi. Et d'ailleurs, l'idée est arrivée un peu après, à un moment où on nous a proposé un clip pour un autre groupe de la French Touch. Donc il y a quand même un petit lien immédiat entre ces deux univers. Et après, ça s'est pas diversifié, non, ça a évolué on a fait pas mal de clips anglo-saxons, dont je sais pas, Massive Attack et Golf Rap, pour après enchaîner sur des publicités. Mais malgré tout ça, c'était des travaux de commande en fait. Et je pense qu'à un moment, on a eu besoin pas d'un exutoire, mais d'un travail plus personnel, en tout cas en termes de film. Et c'est pour ça qu'on est allé vers Logorama, qui nous semblait être le bon projet, en tout cas, à lancer. Euh, Justement, ça vient avant tout pour un clip, qui était une proposition pour un groupe qui s'appelait Télépop Music, et qui avait un morceau qui s'appelait Dahula, et c'était sur le rodéo. Et en fait, à ce moment-là, moi j'ai proposé l'idée de faire une sorte de jeu aberrant entre l'Est et l'Ouest. Donc c'était entre l'idée des États-Unis et de la Russie, et c'était de faire un film uniquement avec des logos, soit russes, soit américains. Et donc l'idée des logos russes, c'était plutôt des logos plutôt constructivistes, assez durs, vraiment une écriture soviétique en gros. Alors que les Américains, c'était plutôt une idée de logo genre entre la NASA, les Harlem Globetrotters avec des étoiles, des trucs rayés en rouge et bleu blanc. Donc c'était vraiment, il y avait une opposition de style. Et ça s'est pas fait, et heureusement, parce qu'on devait le faire en un mois, et vu que quand on voit la durée de Logorama qui est pris 6 ans, on peut se dire que ne serait peut-être pas arrivé. Et donc le projet là, il a dû dormir, je pense, en tout cas en tant qu'écriture, pendant 3 ans, jusqu'à 2003, où là on nous a proposé de faire un clip pour George Harrison, donc l'un des Beatles. Et lui, il avait une idée assez précise, en tout cas sur le sens de ce qu'il voulait, parce qu'il voulait un morceau sur la consommation. Donc je pense qu'en fait, tout d'un coup, ça a dû faire tilt entre logo, consommation, et en gros, il y a une sorte d'association d'idées, où là, avec Hervé, on a écrit un script qui se passait à la Nouvelle-Orléans, et l'idée c'était de ramener une sorte de typhon euh, qui, euh, qui ravageait la Nouvelle-Orléans. Et en fait, pourquoi la Nouvelle-Orléans? Parce que, un, c'était une ville où il y a des typhons déjà, et deux, parce que c'était une ville, comme toutes les villes américaines, très linéaire. Donc nous, on avait cette idée d'un cyclone et un côté effet machine à laver, quoi, en gros, qui mélange tout, et qui arrive sur quelque chose de très linéaire, et qui allait justement tout te mettre sans dessus-dessous, quoi. Alors je précise, c'était avant Katrina. Euh, et là, ça s'est pas fait parce que justement la maison de disques nous a dit on aime bien le projet, mais ça serait bien de changer les logos et de faire des faux logos. Et là, on a dit bah non, c'est pas possible, on peut pas. Et en plus, juste après, George Harrison est mort, donc là, le projet. Donc c'est Beaubourg qui a fait l'exposition qui s'appelait D-Day et qui nous a demandé de présenter un clip. Donc nous, ils voulaient qu'on présente The Child, et nous, on leur a dit non, non, on va vous présenter une nouvelle idée qu'on a. Ça serait un truc qui s'appelle Logorama, et on va vous le faire. Et ils nous ont dit ok, vous avez 2 mois pour faire le truc. Donc on l'a écrit, et on leur a dit voilà, on a 2 mois, en 2 mois, on vous le fait. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit non, mais c'est juste pas possible, on n'y arrivera jamais. Donc on leur a dit prenez tout compte fait le clip que vous nous aviez demandé, et nous on va faire le Logorama différemment, on va trouver une autre solution.
Et c'est comme ça qu'on a approché autour de minuit, qu'on a chez H5 essayé de monter le projet, de voir comment on pouvait le rendre viable. Nous, ce qui nous intéressait avec autour de minuit, c'est qu'il avait des secteurs quand c'est un secteur qu'il connaît, donc il avait des accointances avec le CNC, Arcadie, des secteurs que nous, des organisations qu'on ne connaissait pas du tout. Et nous, de notre côté, on se chargeait plutôt de la post-production, parce que ça on connaissait, et d'amener une partie des financements qui étaient les nôtres, quoi, en fait, par la publicité. Donc la publicité a nourri Logorama. Donc ça devient schizophrénique, normalement. A priori, on m'a dit que... Moi, je les ai jamais comptés, hein. J'attends justement qu'un geek s'en charge. Il y a toujours quelqu'un pour compter à ta place. Je pense qu'il y en a à peu près 2000, en gros, mais 2000, 2005. Ce qui est à peu près ce qu'on voit en une journée, à ce qui paraît. Sauf quand tu vois Logorama, du coup, tu doubles ta dose. Les logos avant tout, je crois. Parce qu'on a fait un film sur les logos, c'est qu'on aime bien les logos en soi. Même si on les maltraite, on les détruit et tout. Après, j'aime vraiment bien les dialogues. Euh, Après, en réalisation, moi, en soi, voilà, c'est comme relativement cliché, donc je peux pas dire que j'aime forcément la mise en scène, parce que la mise en scène, en gros, elle s'inspire tellement de choses. Donc, je pense que quand on est dans un travail de réalisation et de création en soi, on s'attache plus aux choses qui sont plus nouvelles, plus novatrices. Donc, c'est vrai que moi, du coup, je suis plus sur l'esthétique et avoir fait un film avec quelque chose d'improbable qui sont des logos, d'être resté assez proche du rendu qu'ils ont, euh, d'être... je suis plus... là, pour le coup, ce film m'intéresse. Je suis plus fier du concept que de la réalisation en soi, quoi. Et après, je sais pas... moi, on m'a dit que Hergé, par exemple, il revenait sans arrêt sur ses bandes dessinées. Et c'est vrai que quand on regarde les premières versions, deuxième version, troisième version, quatrième version, on voit qu'il allait au bout du truc. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est un film, il mériterait d'être déjà repris, parce que moi il y a plein de choses qui me dérangent, quoi. Oui, en soi, je trouve que déjà maintenant il y a des choses à reprendre esthétiquement ou en termes de. Il y a des plans qui sont pas finis. Les plans de la fin, par exemple, ils n'ont jamais été finis parce que ils devaient être prêts pour Cannes et je sais qu'il y a des planches qui sont terminées où justement il y a des logos comme Volkswagen ou Zodiac et tout qui sont présents dans les planches de recherche, mais qui sont pas dans le film. Et c'est vrai qu'à la fin, en tout cas par rapport au concept où justement toute la ville était détruite et tout se rassemble, je trouve qu'on manque de saturation. C'est-à-dire que on- ce gros mélange, ça devrait être saturé de débris, saturé de trucs qui flottent, et je trouve ça presque un peu light en fait. Mais après, ça doit être une frustration de réalisateur. Mais c'est vrai que je trouve qu'on peut reprendre pas mal, mais à un moment, on peut passer aussi 10 ans à reprendre et pas faire autre chose. Donc c'est fait, c'est fini, faut se libérer du truc, quoi. Les Césars, c'est bien, c'était fini. Maintenant, il reste les lutins et après, ça sortira de mon esprit. C'est plus d'étapes. Faut se détacher. Pendant que je le faisais, ça m'obsédait. C'est-à-dire qu'en gros, je voyais un logo dans la rue, je prenais mon appareil photo, je prenais mon iPhone, je le mettais, hop, celui-là on peut le mettre, celui-là on peut peut-être faire ça, celui-là il est bien. Je pouvais pas faire un voyage aux États-Unis, au Maroc, à Londres, sans prendre tout ce qui se passait dans la rue en me disant je peux le mettre dans le film, je peux le mettre là, je peux le changer. Maintenant, ça va, je suis détaché, hein. C'est fini, ça rentrera plus dans le film. Donc j'ai repris une vie normale, si on peut dire. Non, non, j'ai du recul maintenant. Ouais, par contre, on peut lire d'être beaucoup dans cet univers-là, du coup on commence à comprendre pourquoi tels logos sont reliftés, et lire par-dessus le discours qu'on peut proposer. Par exemple, là, quand j'avais vu la fleur de BP, je m'étais jamais dit c'est une fleur, c'est vert, c'est écologique. Je m'étais dit, je change de logo, c'est tout. Maintenant, on voit bien le discours lénifiant qui a dû être mis derrière pour le vendre. Donc voilà,
ça permet d'avoir une autre vision du logo en soi. Dès qu'il y en a un qui sort, je me dis, ah, ils prennent les gens pour des abrutis, ah, ils veulent faire ça. Et j'arrive à décrypter la grammaire logotype. Voilà. Alors avant qu'on ait fini, c'était comment vous avez pu avoir le droit. Est-ce que vous avez clearé les droits? Est-ce que vous avez demandé les autorisations? Donc ça, pendant qu'on était en fabrication, c'était la question, les questions récurrentes. Maintenant que c'est fini, c'est plutôt pourquoi telle marque n'y est pas? Pourquoi n'y suis-je pas? Donc ça, c'est assez drôle. Et non, ouais, non, c'est plutôt ça. Parce que Ronald McDonald, il y a même mais ça, il n'y a pas eu grand-chose. C'était souvent sur les droits, en fait. Les droits ou l'apparition des marques. Mais pas sur la réalisation, pas sur... Oui, est-ce qu'on est altermondialiste aussi? Je dis que c'est un peu difficile d'être altermondialiste en travaillant dans la publicité et en même temps en faisant l'hologramme. Schizophrénique peut-être, altermondialiste, je pense pas. Oui, par exemple, j'aimerais bien qu'on me pose la question de savoir pourquoi il n'y a quasiment pas de femmes dans ce film. Là, je pourrais répondre parce que le monde des logos est hyper misogyne. Que, en gros, dans les logos de femmes, il n'y en a que deux. Et encore, il y en a une, c'est une coupe de cheveux, et l'autre, elle vend des bananes. Donc, c'est assez dur. Et je trouve que souvent, les logos sont quand même assez également les reflets de notre société. Et si tu commences à vraiment à rentrer dans le truc, tu te rends compte que même les logos ont des périodes picturales. Et tu peux dire que dans les années 20, c'est assez constructiviste, les années 30, c'est assez vers le bolidisme, et des formes assez genre issues de l'industrie aéronautique, que dans les années 50, et c'est l'American Way of Life par excellence. Les années 80, c'est quasiment toutes les boîtes ont refait leur logo pour qu'ils soient inclus dans un rond, un carré, un triangle. Donc c'est entre la pochette de Cure, le style Memphis en design, et en fait, tu te rends compte que oui, voilà, la peinture et le logo, au final, au XXe siècle, ont un vrai parallèle. Je pense que la peinture est un peu avant, hein. Mais par contre, ça vit relativement ensemble. Et là, on va aller vers le numérique dans l'art, donc on va vers les logos 3D. Bah, en soi, le fait qu'il y ait David Fincher, c'est pas forcément marrant, mais c'était juste pas prévu du tout. C'est-à-dire que nous, au final, on a demandé donc à ceux qui nous représentaient aux États-Unis de voir s'ils pouvaient se charger de nous trouver un dialoguiste. Ils nous ont trouvé donc le dialoguiste de David Fincher sur Seven. Et en fait, le jour où on est allé enregistrer, le dialoguiste qui devait faire des voix nous a dit: ah, je peux venir avec un ami pour l'enregistrement. Oui, pas de problème, tu viens. Et en gros, il est arrivé avec David Fincher. Donc, toi, t'es là, genre, ah, ouais, c'est cool, mais quand même, c'est David Fincher. Et du coup, il s'est prêté à faire une voix qui était celle de Pringle. Et ce qui est marrant, c'est que donc, il a participé au projet, donc déjà, t'es plutôt content en soi, hein. Tu te dis, je pense pas que David Fincher a participé à un projet, c'est une trouvait tout pourri. Et, et, et après, malgré tout, il était assez curieux parce qu'à chaque fois il a dit mais avant de donner mon accord, au final je veux vraiment voir le film, je veux être sûr et tout. Et au final, quand il nous a dit non, c'est bon, je veux bien mon nom au générique, on s'est dit bon, il doit être satisfait du résultat. Et en fait, c'est assez gratifiant. Tu dis bon, j'ai pas d'Oscar, j'ai pas de César, j'ai pas tout ça, mais en tout cas, j'ai fini le film et David Fincher le trouve bien, donc c'est qu'il y a tout un... Donc voilà, c'est l'anecdote en tout cas qui. L'anecdote people, dirons-nous, en tout cas. Euh, Après, non, je sais pas, quand on est tellement dedans, après, on a du mal même à revenir en arrière, à se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre... Mais en soi, même, tu te dis, le point de départ de Logorama, c'est d'aller chez les Beatles, parce que là, du coup, aussi, on s'est retrouvé à aller chez George Harrison. Euh, Croyez-moi, c'est assez impressionnant. On rentre dans un truc, on vous dit, très bien, un taxi vient te chercher, d'accord. Là, t'as deux limousines qui arrivent. On dit, bon, tu vas chez George Harrison, d'accord, tu montes.
on t'amène, là tu prends 2 heures d'autoroute, dans tes 2 limousines, et là tu arrives devant un énorme mur de 3 mètres de haut, tu vois juste des fanions qui dépassent dans une sorte de château, mais genre Chambord à x2. Tu dis, ah. Et là, le mec te fait pas rentrer par le portail principal où il y a aussi 2 gardes du corps, mais par le côté. T'as l'impression honnêtement que c'est pire qu'un chef d'État. Et là il te fait rentrer dans le truc, tu vois son fils, tu parles et tout du projet. Et on s'entend, il dit ah non, non, mais ça c'est pas là où il habite. Lui il habite là. Et là tu vois un autre truc, c'est 8 fois la taille de ce que tu viens de voir. Et là tu dis bon. Non, c'est marrant en fait. Ce qui est marrant, on t'immerge dans des trucs où tu devrais pas être. Et ça, voilà, en fait, c'est l'improbabilité de te retrouver dans une situation où tu devrais pas être. Et ça, c'est toujours, t'es comme un môme en te disant ah, incroyable. Et même les Oscars en soi, on te met dans le truc. T'as beau avoir l'Oscar, t'as beau avoir tout le truc, toi tu veux pas sortir. T'es dans la salle, t'as Cameron qui est là, t'as Georges Clooney, t'es dans le truc, tu fais genre oh, oh, oh. Et jusqu'à la fin, jusqu'au générique de fin, tu restes et tu te dis je vais tout t'absorber, quoi, je vais tout boire, tout. Donc voilà, c'est assez. C'est ludique, ouais, voilà, c'est des flashs dans ta vie quotidienne qui sont une sorte d'immersion probable.